Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, bienvenue dans notre 14e Delville Academy. Alors, quelques mots sur Delville Management, donc cabinet de management de transition, pure player. Nous sommes aujourd'hui une soixantaine de collaborateurs avec une présence à Paris, Lyon, Lille, Nantes, Toulouse et Munich. Nous avons au sein de Delville Management un club, le Club Delville, qui est constitué de cadres dirigeants qui viennent partager leurs expertises auprès de notre écosystème à travers notamment la Delville Academy. Alors, nous avons le plaisir de recevoir ce matin Anne Messas. Anne est avocate en propriété intellectuelle et médiatrice. Forte de son expérience comme médiatrice de conflits d'associés, elle apporte aussi son éclairage en qualité d'associée co-dirigeante du cabinet Taoma Partners, qui est une société pluriprofessionnelle composée d'associés avocats et conseils en propriété intellectuelle. Alors, arrêtez de mettre les tensions entre associés sous le tapis. Découvrez comment traiter les conflits entre associés pour les transformer en opportunités de croissance grâce à la médiation professionnelle. Pendant cette intervention, je vous propose de poser vos questions dans la partie Q&R en bas de votre écran. Anne, je te laisse donc la parole. Merci beaucoup Delphine. Merci à la Delville Academy d'accueillir ce webinaire. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bravo pour cet horaire quand même assez tôt le matin, mais heureusement il fait beau. Donc vous êtes au bon endroit si vous avez décidé de vous poser des questions sur les conséquences des conflits d'associés. Et la proposition que je vais vous faire, c'est de les traiter d'une manière un petit peu différente. On va aborder avec ce titre « Arrêter de mettre les tensions sous le tapis », quelques sujets qui fâchent, mais justement pour pouvoir les traiter de manière efficace. Alors, les choses que j'entends le plus souvent quand je parle de la médiation et de la médiation d'associés, c'est « je suis associé, bien sûr ». Donc, je vais vous faire les 3 phrases que j'entends le plus. C'est « bien sûr, je n'ai aucun conflit. Chez moi, tout se passe très bien ». Ou alors, bien sûr, il y a des tensions, mais ce sont juste des mauvais moments à passer. Ou alors, bien sûr, il y a des conflits, mais moi, vraiment, j'ai besoin de personne pour gérer ma relation avec mes associés. Et pourtant, on constate des blocages de gouvernance, de la paralysie dans l'activité, parfois des buzz négatifs sur les réseaux sociaux, des investisseurs qui se découragent, se désintéressent d'entreprises dont ils savent que les associés ne s'entendent pas. Alors, pendant ce webinaire, on va décrypter les conflits d'associés, leur impact sur la santé de l'entreprise et découvrir la médiation comme le moyen de les régler à l'amiable, plus efficacement et plus rapidement. Alors, j'aimerais déjà faire un tout petit sondage. Vous êtes pour la plupart des managers de transition, mission ou non, vous êtes des chefs d'entreprise. J'aimerais savoir si certains d'entre vous sont associés d'une entreprise commerciale, d'un cabinet libéral, d'une organisation, d'une association, ou alors est-ce que vous êtes juste curieux sur les conflits d'associés? Et puis, je vais vous laisser faire remonter comme ça, si vous voulez bien l'écrire dans le Q&R. On verra les réponses. Et Delphine, je ne vois pas le Q&R sur mon écran, donc si tu veux me donner quelques réponses qui apparaissent, et sinon, j'enchaînerai. Donc voilà, ça m'intéresse de savoir si vous êtes là juste curieux ou déjà associé d'une entreprise, d'un cabinet libéral. Il y a beaucoup de problématiques dans les cabinets libéraux ou être futur associé. Alors, on a juste curieuse, curieux, associé dans des sociétés commerciales, OK, juste intéressé, voilà. OK, super. Bon, très bien d'être juste curieux sur les conflits d'associés. Je trouve que ça, c'est vraiment la posture la plus chouette pour pouvoir anticiper. Et surtout quand vous êtes manager de transition, vous pouvez même prescrire quelques solutions. J'espère que ce webinaire vous en donnera. Je pense que oui. Merci pour vos réponses.
Alors moi, Delphine m'a présenté effectivement pourquoi mon retour d'expérience. Je voulais préciser pourquoi finalement j'étais très intéressée de faire ce webinaire. C'est pas simplement parce que je suis une médiatrice de conflits d'associés et que j'ai contribué à des règlements de conflits par la médiation professionnelle, mais aussi parce que comme avocate, je suis avocate depuis 35 ans et je fais du contentieux du droit des marques, du droit commercial, en fait du business. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, toutes les questions que je traite sont effectivement des questions de droit des marques et on va devant les juges pour traiter des problématiques de droit des marques, de débauchage, de concurrence déloyale. Mais très souvent, finalement, les dossiers qui viennent devant les tribunaux sont les conséquences d'un désaccord très profond entre les associés sur leur prise de direction, et des conséquences qui mènent à des débauchages de salariés, les clients qui sont détournés, etc. Donc moi, j'ai vu en contentieux pendant des années les conséquences des conflits d'associés, les conséquences que ça a eu sur une entreprise et le nombre d'années de procédures que ça a pris pour régler les situations. Et puis, j'ai aussi une expérience comme associée moi-même, co-dirigeante d'une structure dans laquelle on a fait ce pari d'avoir plusieurs activités différentes avec des cultures d'équipe et des valeurs différentes et où forcément, on a des visions pas identiques. Et c'est aussi intéressant c'était une expérience très intéressante pour moi, parce que ça m'a permis de vivre de l'intérieur ce que je gère à l'extérieur en règlement de conflit d'associés, puisque par définition, il y a des désaccords, évidemment, mais ces désaccords, c'est surtout la manière dont on les traite qui est importante. Voilà, je vais faire un deuxième petit sondage. Alors, je vous mets à contribution. J'espère que là, vous avez pris un petit café, mais on va s'attaquer directement au sujet qui fâche. Donc, quelles sont, selon vous, les causes les plus courantes de conflits entre associés? À votre avis, qu'est-ce qui fait que, au départ, tout va bien? Au départ, on a la même direction, on prend la même direction, et puis d'un coup, on se rend compte qu'il y a eu un petit coup de barre à droite, puis un autre petit coup de barre à droite, et on se retrouve dans une direction qui n'est plus du tout la même. Alors, selon vous, qu'est-ce qui fait qu'on en est là? Est-ce que Alors, vous avez des idées? Merci pardon. Delphine. Alors, la stratégie, l'argent, le manque de communication, les divergences de vues, l'ego. Lego, Bien, waouh. tac, Ouais, tac. Conflit ok. de stratégie d'organisation, Là, vision. on Voilà. a déjà pas mal de choses. Bravo. C'est bien. Déjà, vous avez tous bien conscience. Effectivement, vous voyez, j'ai à peu près les mêmes choses que vous. Des problèmes de communication. C'est le premier problème dans les conflits d'associés. Le problème de communication, ça veut dire quoi? Ça veut dire, au début, tout va très bien, on arrive très bien à se parler. De toute façon, la communication par beau temps, en général, tout le monde sait faire. C'est je suis content, on a développé tel client, on va dans telle direction, c'est super. Le problème vient quand finalement il y a des petits désaccords et on n'ose pas les affronter. En fait, on n'ose pas se dire les choses, ou alors à l'inverse, on prend tout l'espace, il y en a un qui prend tout l'espace, etc. Ou alors on se dit les sujets, on les traitera plus tard, c'est un peu compliqué, là on n'a pas envie d'une réunion tendue. Donc, on met sous le tapis, on met sous le tapis des sujets et on pense que ça se traitera avec le temps, ça se gérera. Et puis, parfois, c'est les non-dits, les malentendus. Le problème de communication principal, dans tous les sujets de conflit d'ailleurs, c'est le malentendu. Le malentendu, c'est 80% des conflits. On se retrouve très souvent dans les contentieux avec des problématiques de je lui ai dit ça, mais l'autre n'a pas entendu la même chose. J'attendais un rapport le 2 du mois, mais non, c'était le 10. Et quand on se parle, on se rend compte que c'était juste un problème de date et qu'il n'y avait pas de mauvaise foi, pas de déloyauté, ou peut-être qu'à la fin, il y en a, mais en tout cas au début, c'était vraiment une question de malentendu. Après, il y a effectivement la différence de vision et d'objectif. Alors, comme je disais au départ, on est tous d'accord. A priori, alors parfois non, justement. Parfois, il y a des entreprises, des associés qui ne font pas ce point de départ de est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Est-ce qu'on est aligné sur les mêmes valeurs? Là, ça va assez vite aux tensions et aux conflits parce que forcément, il y en a un qui croit que
l'autre était d'accord avec ma vision et finalement, on se rend compte que au moment de l'exécution des décisions, c'est pas le cas. Mais parfois, on change de vision et d'objectif. Ce que je disais tout à l'heure, progressivement, avec le temps, on est agile, on évolue. Certains veulent évoluer, d'autres pas. Et la différence de vision et d'objectif, c'est moi, je veux développer à l'international. On avait dit qu'on le ferait, oui, mais pas maintenant. On a besoin en fait de sécuriser notre position sur le marché français. Donc les investissements, on va les faire en France pour l'instant. C'est ça qu'on doit faire. Et là, ça peut devenir assez tendu. Et finalement, des décisions seront jamais prises parce qu'on ne va pas se mettre d'accord. Et ça sera ni pour la sécurisation en France, ni pour le développement à l'international. Là, c'est juste un exemple que je vous donne évidemment. Et puis, il y a l'exercice du pouvoir et du contrôle. Qui fait quoi? Alors là, c'est fondamental, c'est vraiment la gouvernance. Parfois, il y a des entreprises qui n'y réfléchissent pas. Et on se retrouve avec des doublons, avec des personnes qui font deux fois la même chose, ou à l'inverse, on ne sait pas qui a fait quoi. Il y a une dilution des responsabilités, il y a un manque de contrôle ou un surcontrôle. Et là, c'est un manque de clarté, un manque de direction, un problème de gouvernance. Après, il y a des conflits d'intérêts personnels. Alors, les conflits d'intérêts personnels, ça va être des orientations que prend l'entreprise qui ne sont pas conformes à ma façon de voir les choses, où j'arrive à un âge où je voudrais me préoccuper de ma retraite alors que mes autres associés sont beaucoup plus jeunes, ils veulent vraiment aller dans d'autres directions. Et là, en fait, c'est le personnel qui s'entrechoque avec le professionnel, ou alors parce que c'est une entreprise qui était très unipersonnelle et qui prend beaucoup d'associés, là, on se rend compte que non, on ne peut plus diriger de la même manière parce que on ne peut plus mélanger l'intérêt pro et l'intérêt perso. Et puis évidemment, le sujet crucial, le nerf de la guerre, c'est la gestion des ressources financières, l'argent. Qu'est-ce qu'on fait des bénéfices? Est-ce qu'on les réinvestit? Est-ce qu'on se les distribue? Comment on dépense? Où on dépense? Qu'est-ce qu'on investit? Comment? Ça, c'est vraiment des questions fondamentales. Et là-dessus, il y a des sujets de discorde énormes euh, et très récurrents. Et enfin, un problème de compétence et d'équilibre. Oui, parfois on prend des associés qui ne sont pas compétents et qui finalement s'avèrent pas adaptés à l'entreprise et c'est pas toujours facile de le dire, de le vérifier, enfin de l'évoquer ensemble. Donc voilà, ça c'est vraiment les sujets principaux de conflit entre associés. Encore une petite question. Selon vous, quelles sont les conséquences sur l'activité d'un conflit entre associés qui n'est pas résolu? Un conflit qui est mis sous le tapis mais qui est ouvert. À votre avis, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Et je veux bien vos retours. Je vois que vous êtes dynamique ce matin, donc c'est agréable. Alors, perte de clients, Oui, frein des organisations, découragement des équipes, perte de chiffre d'affaires, oui, stagnation des décisions, situation de blocage, perte de résultats, désorganisation, pas de décision, perte de voilà. confiance en interne de la part des salariés, Oui, investisseurs qui lâchent la boîte. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui. Voilà, je pense que là, il y a un bon petit tour d'horizon. Vous avez Mm. bien vu, bien compris les conséquences. Je voulais déjà vous dire concrètement, on va y revenir, mais concrètement, comment ça se passe quand il y a un conflit d'associés dans l'entreprise? Très concrètement. Et pourquoi on en arrive là? Déjà, on a des réunions qui sont houleuses et tendues. Les réunions d'associés, elles peuvent être extrêmement désagréables. Et du coup, ou bien on a des associés qui refusent de venir aux réunions. Donc, il y a un boycott. Ou bien, il y a des associés qui vont se taire. On ne va pas pouvoir prendre de décision. Et puis, il y a dans l'entreprise du temps passé à commenter et observer le conflit. Il va y avoir des bruits de couloir, des gossips. Il va y avoir du découragement. On va commenter le avant, le pendant, le après. On va passer un temps fou. Ah, il m'a dit si, il n'aurait pas dû me parler comme ça, mais il n'a rien compris. Ah, mais reprends le dossier. Et on va se retrouver à passer un temps fou à commenter
et à observer le conflit, et ça du côté des associés comme du côté des employés. Parce que même si on ne verbalise pas le conflit, même si à aucun moment il y a quelque chose qui a transpiré, si on n'a pas dit un mot, la communication, elle est à 80% non verbale. Donc les tensions, ça se voit. Donc même si on n'a pas claqué de porte, même s'il n'y a pas eu de haussement de ton, même si on est resté très calme en réunion, ben, les collaborateurs dans l'équipe voient ce qui se passe. Ils le sentent. Le non-verbal, c'est fondamental. Et du coup, on voit dans les réunions, dans les couloirs, dans l'activité, ben, des moments de silence gênant. On se regarde en coin, on n'ose pas poser les sujets, on se dit de quelle humeur ils sont aujourd'hui. Et quand je dis de quelle humeur ils sont aujourd'hui, c'est les collaborateurs dans leur activité de tous les jours et aussi les associer entre eux dans les réunions. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire on met sous le tapis plein de sujets et on a une communication qui est indirecte, qui est filtrée, et du coup, on ne traite pas les sujets, on ne concentre pas son activité, son énergie sur l'activité, on multiplie les réunions qui ne sont pas productives, on perd du temps, on n'est pas efficace et on ne prend pas de décision. Où on prend des décisions parce que du bout des lèvres, on va dire oui à ça ou non à ça. Mais finalement, au moment d'exécuter les décisions, eh bien, il y aura de la résistance passive. On ne va pas faire les choses. On va dire, je n'avais pas vu le mail, j'ai oublié. Non, je ne savais pas que tu avais fait un rapport, mais ce n'était pas le moment, je n'avais pas compris, etc. Donc là, on va voir toute l'énergie détournée de l'activité et un blocage, en fait, un blocage dans l'activité. Et concrètement, effectivement, on va voir apparaître, ou pas, parce que peut-être qu'on ne va pas le mesurer, ça, la diminution de la productivité. On va s'en rendre compte un petit peu plus tard, parce que ce n'est pas immédiatement que la diminution de la productivité, elle est mesurable. Mais on va sentir une dégradation du climat de travail, la baisse de morale de l'équipe, la détérioration de la culture d'entreprise, là où on voulait une culture de la transparence, de la communication, on va se rendre compte que en fait, les gens ne veulent pas parler parce qu'ils ne veulent pas de conflit. Il y a une dégradation du climat. Il y a effectivement un risque pour la réputation parce que si ça commence à sortir à l'extérieur, si le conflit s'enlise et ou commence à exploser et se transformer, oui, il y a un risque pour la réputation puisque les clients peuvent être informés. Parfois, ils sont pris à partie. Ce que je vous disais, c'est des cas que j'ai expérimentés de dossiers, dans les dossiers au contentieux, où on a pu plaider dans des dossiers pour une des entreprises qui est restée, un des associés est parti avec la clientèle, l'autre a gardé la marque, et on se retrouve avec des clients qui ne savent plus à qui s'adresser. Oui, c'est un problème de réputation très grave. Ça a un impact sur les finances, évidemment, sur les dépenses, sur les investissements. Il y a un réel manque à gagner, puis c'est un véritable repoussoir des investisseurs, si on avait envie de faire venir des investisseurs, et où on les fait se sauver en vitesse. Et là, j'expérimente en ce moment, justement, une médiation qui est demandée par les investisseurs pour que finalement leurs investissements puissent être protégés parce qu'ils se rendent compte que l'entreprise dans laquelle ils ont investi, elle est tenue par deux dirigeants qui sont des génies dans leur domaine, mais qui n'ont aucun savoir-être et qui ne savent pas communiquer entre eux. Et évidemment, ça a explosé. Donc, on arrive à un ralentissage, un blocage de la croissance par un défaut d'investissement, par un défaut d'énergie dans l'expansion et dans l'innovation. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous l'avez vécu? C'est pas évident quand on l'a vécu de le dire, mais est-ce que vous l'avez déjà vu? Parce que je pense que dans nos expériences professionnelles, c'est des choses qu'on peut identifier, on peut les sentir. Donc, si vous, je ne sais pas ce qui Oui, remonte, j'ai l'impression qu'il y a pas oui, mal de réponses qui remontent. oui, 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 du J'ai l'impression que vécu, c'est oui, vu et c'est un vécu. grand oui. Ouais. Alors après, il y a des questions qui nous parviennent, donc peut-être qu'on y Ok, répondra à plus la tard, fin. oui. Oui, n'hésitez pas à poser vos questions. On a gardé du temps pour ça, pour la fin.
Voilà, donc en bref, un conflit entre associés qui n'est pas traité a des effets destructeurs sur la communication, donc la prise de décision. Et là, on est sur un sujet de gouvernance. On n'est pas en train de traiter des sujets de bisounours. On est vraiment sur des sujets de gouvernance. Et c'est pas il m'a mal parlé. Oui, il m'a mal parlé, je me sens mal. Et il y a des émotions, il y a des besoins. Mais c'est une question de gouvernance. Donc oui, il faut les traiter. Et si on ne le fait pas, ça a un effet de détourner une énergie considérable de la conduite des affaires et de la réalisation des objectifs de l'entreprise, avec pour conséquence un préjudice pour l'entreprise, voire un blocage total, des actions judiciaires qui portent atteinte à l'image et qui entraînent des coûts. Et je ne parle pas des coûts d'honoraires d'avocats, qui ne sont pas les plus importants, parce que parfois il y a des indemnisations, mais il y a aussi des coûts cachés extrêmement importants quand une procédure dure 5 ans et que nous, comme avocats, on sollicite nos clients, on sollicite le dirigeant, on sollicite les équipes, il y a une déperdition d'énergie incroyable pour traiter le conflit devant le tribunal, pour traiter des pièces, pour en trouver d'autres, pour répondre aux arguments, et tout ça sur des années et des années pendant lesquelles finalement on entretient un cycle du conflit, on entretient la colère et du coup on ne peut pas mettre son énergie dans le développement de l'activité. Alors comment on évite ça? C'est ça le plus important et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Bah déjà, on arrête de mettre les tensions sous le tapis. Déjà, on regarde les choses en face parce que les tensions sont des signaux faibles d'un conflit latent qui est prêt à exploser. Donc, on regarde les tensions comme un signal faible. Et ce n'est pas moi qui le dis, il y a des études qui le montrent et je vais vous montrer ce qu'on appelle l'échelle de Glasel, qui est comment on passe de la simple tension au conflit, voire à la destruction en 9 étapes. Donc, l'échelle de Glasel, qui est connue dans le milieu de la médiation et de la gestion des conflits, on commence par des tensions, de l'agacement qui est répété, récurrent, on se rencontre aux réunions, il y a des silences gênés, on roule des yeux, on commence à soupirer. Quand ça se manifeste de manière récurrente, c'est un premier signal faible. Ensuite, on arrive au débat et aux polémiques. Alors, quand je mets débat, ce n'est pas dans le sens du débat philosophique, c'est dans le sens du débat quasi politique qu'on rencontre aujourd'hui, malheureusement, avec des polémiques, avec des j'ai raison, tu as tort, ou il a tort, j'ai raison, c'est de la culpabilisation. Donc, on se retrouve dans des situations qui ne sont pas très saines, en fait, ou bien on se hurle dessus, ou bien on s'écrase, on se soumet. Le dialogue s'interrompt, c'est la troisième étape, et on commence à avoir des actions pour contraindre l'autre. On commence à faire des coalitions entre associés, on commence à faire des coalitions avec des collaborateurs, et on commence à bitcher dans les couloirs, il a fait ci, il a fait ça, s'il fait ça, voilà ce qu'on va faire. Et on commence les attaques ad hominem, on humilie les gens, on dévalorise les personnes devant les autres pour leur faire perdre la face. Ensuite, on s'attaque aux menaces. Bah, si tu fais pas ça, je te vire. On pourrait réunir un quorum pour que tu dégages. Et puis après, il y a des noms d'oiseaux qui circulent. Les menaces, c'est vraiment là, on sent que on arrive quasiment à la fin. On commence ensuite les attaques pour détruire. C'est le détournement de clientèle. Je commence à créer mon entreprise concurrente. Je débauche des salariés. Et ensuite, c'est la destruction. Bah, je l'assigne en justice. Et puis, de toute façon, après, c'est l'annihilation. J'en ai rien à faire, même si je dois dépenser tout l'argent de ma société. Il ne va pas s'en sortir comme ça. Et on en arrive à des situations où finalement, c'est la destruction réciproque. Et ça, je vous en parle d'expérience. C'est vraiment des choses qu'on voit au contentieux. Alors, comment on évite ça? Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a le courage de traiter les sujets qui fâchent. On gère les tensions de façon mature, c'est-à-dire qu'on les aborde. Et puisque ne pas traiter les tensions provoque le conflit, ben, on apprend à reconnaître les signaux faibles de tension dès la phase latente. C'est-à-dire que dès la phase latente et que c'est récurrent, ben, on a le courage d'affronter le sujet et on se dit, bon, là, il y a un problème. Il va falloir le traiter. Déjà ça, vous, comme associé ou manager, prescripteur en fait de gestion des conflits, vous pouvez apporter cette solution et dire là, apporter un signal d'alarme, poser une intention, attention, là, il y a un sujet, il va falloir le traiter. Et comment on traite les sujets qui fâchent?
parce que c'est bien beau de le dire, faites-le. Comment on le fait? Alors, bien sûr, on peut gérer en interne les sujets qui fâchent, et ça, on peut le faire vraiment si on le fait régulièrement et si on a adopté une communication authentique entre associés. Et pour ça, parfois, on s'est formé. Parfois, on a de l'appétence ou naturellement, on a ce talent de communiquer de manière constructive et oser dire, je ne suis pas d'accord parce que ça, je suis d'accord parce que si, je dis un oui à la décision, mais aussi aux conséquences, ou je dis un oui à la décision, mais attention, je ne suis pas sûre pour les conséquences, on a de la clarté, on a une communication constructive. Bien sûr que ça arrive, mais ça n'arrive pas si on met les sujets sous le tapis, ça arrive si on traite ça régulièrement, si finalement on fait comme pour une voiture, un entretien régulier de la relation. Mais parfois, le conflit il est si enlisé et les associés ont des positions qui sont apparemment si irréconciliables que le dialogue direct, il est plus tout simplement plus envisageable. On l'envisage même plus, on se dit c'est la guerre et on vit ça comme une fatalité parce qu'on ne pense pas tout simplement à aller voir un tiers. C'est difficile de régler amiablement un conflit enlisé entre associés s'il n'y a pas un tiers. Alors pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de défis quand on traite un sujet tensiogène, quand on a un conflit, et parfois un conflit très installé, parce que moi, parfois, j'interviens dans des situations où les associés ne se parlent plus, se sont déjà injuriés, que parfois, il peut y avoir eu même des violences physiques. Donc, on est dans des situations où les personnes ne peuvent plus se voir en peinture. Donc, si on a quand même décidé d'essayer de traiter le sujet en interne, on se heurte à un problème de partialité. D'abord, évidemment, on a un problème de communication, mais peut-être que le groupe des associés va se dire, on va gérer ça entre nous et c'est nous qui allons faire de la conciliation, de la médiation. Mais en fait, on va se rendre compte qu'il y a des rapports de force qui se créent. On a un problème avec des associés qui sont évidemment partie prenante au conflit. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de process. On n'est pas sur un métier là, on essaye de faire de la conciliation. Et du coup, il y en a un qui prend la parole plus que l'autre, il y a un déséquilibre dans la discussion, on ne peut pas communiquer efficacement, les réactions émotionnelles entravent la communication. Certains sont en mécanisme de défense, donc ils vont être soit dans la colère, soit au contraire dans la sidération totale, ou alors ils vont fuir, ils vont dire non, moi j'arrête, ou ils vont commencer à faire leur mail, j'ai une urgence, ce qui est une manière de fuir le sujet. Et il y a des blocages dans la négociation. On n'arrive pas à avancer parce que les associés, soit ne sont pas capables, parce que ce n'est pas leur métier, en fait, tout simplement, de gérer une tension qui est si installée. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut se dire, on va rechercher le soutien d'un tiers. C'est comme un médecin de la relation, en fait. Rechercher le soutien d'un médiateur avant ou pendant la crise, c'est vraiment un acte de gouvernance, c'est une manière plus mature de gérer son entreprise. Il faut vraiment sortir de cette croyance dépassée selon laquelle si on demande de l'aide à un tiers, c'est un signe d'échec ou de faiblesse. Ça, c'est vraiment complètement dépassé. Il faut faire cet effort de faire confiance à des spécialistes du conflit. Parce que les médiateurs, les personnes qui sont des conciliateurs, des personnes qui sont formées à la gestion des conflits, sont aussi des experts de la relation et vont être capables d'intervenir dès les premiers signaux faibles. C'est-à-dire que si on sent qu'on n'a pas le courage de gérer les tensions qui sont sous le tapis et qu'on se rend compte qu'elles sont récurrentes, eh bien, c'est le moment de faire intervenir un médiateur parce que on va pouvoir lui demander d'aider l'entreprise et les associés à poser les bases d'une communication constructive. Et moi, c'est ce que j'adore faire, c'est vraiment ce que je préfère faire. Après, bien sûr que la gestion des conflits, c'est intéressant, on peut y venir après, à cette résolution des conflits. On peut créer une charte de résolution des conflits. On peut traiter dans le pacte d'associés la problématique de la résolution des conflits pour poser les bases d'une communication constructive entre les associés. Et puis, le médiateur peut intervenir quand le conflit est ouvert,
Pour rétablir le dialogue, il peut intervenir évidemment, ce que je disais, pendant la crise, et ça va aider à rétablir le dialogue, à éviter d'atteindre le point de non-retour et d'arriver à des situations qu'on a vues en procédure de destruction mutuelle. Donc, que fait un médiateur? Un médiateur, je pense que la plupart des gens savent qu'un médiateur, c'est un tiers qui intervient, qui est neutre, qui va intervenir pour permettre à deux autres personnes de dialoguer. Le médiateur, lui, il va traduire dans un langage qui est audible ce qui n'a pas pu être dit autrement que dans la réactivité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a un stress, quand on nous envoie une phrase choc, quand on a un scud en fait, quand on a dans la discussion des sujets qui fâchent, bah, l'être humain, et ça c'est normal, se met en situation de réactivité et il a une réaction, vous connaissez peut-être les 3 F, la réaction de freeze, fight, flight. Dès que j'ai un stress, soit je vais réagir en agressant l'autre, soit je vais réagir en étant dans la sidération, soit je vais réagir en fuyant la discussion. Ce sont des réactions humaines, ça s'appelle les mécanismes de défense. C'est notre cerveau animal qui est activé, c'est tout à fait normal, qui est activé parce que le cerveau croit qu'on est en danger de mort. Il est encore à l'ère des cavernes et c'est exactement notre réalité physiologique. Donc le médiateur, lui, il le sait que quand quelqu'un sort des noms d'oiseaux, quand quelqu'un est en colère ou quand quelqu'un est complètement fermé, ça veut dire qu'il est en réactivité. Son boulot médiateur, ça va être de faire sortir les gens de cette réactivité et il va le faire par l'écoute en fait, par l'écoute des besoins, par l'écoute des émotions. Ben oui, c'est des mots qu'on n'aime pas entendre dans le business, mais vraiment, c'est important d'y aller parce que sans l'écoute des ressentis, on ne sait pas identifier ce qui est important pour chacun. Et en fait, le médiateur sait, puisqu'il y a des études maintenant qui sont dans les neurosciences, qui montrent que le simple fait de nommer les ressentis, d'identifier les enjeux, ça fait baisser les tensions et ça permet à la personne de retrouver son discernement pour prendre les décisions adéquates. Donc le médiateur, lui, c'est un spécialiste de la relation et du conflit. Il le sait, donc lui, il va traduire du langage d'oiseau en langage audible. Donc, quand vous avez dit c'est un sale con, en fait, moi, ce que j'entends, c'est que vous sentez vraiment trahi, vous êtes en colère parce que pour vous, c'est vraiment important le respect des engagements. Parce que pour vous, ce qui est important, c'est qu'il y ait de l'harmonie dans l'entreprise. Et je vais proposer comme ça plein d'enjeux. Et je n'ai pas peur des mots et je n'ai pas peur de ce qui se dit et on n'a pas peur de ce qui s'est dit parce que c'est des ressentis, c'est important de les poser. Et juste ça, ça fait descendre de 60% l'attention. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir parler. Et puis le travail du médiateur, c'est aussi de lever les malentendus. Parce que, comme je vous le disais, la plupart des conflits, c'est des malentendus. Il suffit de mettre 2 personnes en présence, parfois ça se règle en une séance. Les personnes se parlent, et c'est surtout vrai quand on n'y va pas trop tard. Ben, on se pose, et on se dit les choses. Moi, j'ai compris ça, et toi, tu as compris quoi? Parce qu'en général, on n'a pas compris ce que l'autre a dit. Parce qu'en général, il y a des non-dits. Et parce qu'en général, on parle en pensant que l'autre est dans notre tête. Et on parle de manière implicite. Et nos messages, ils ne sont pas du tout explicites. Et on a beau faire des efforts, on a toujours des malentendus, on ne prend pas le temps de vérifier que l'autre personne a bien compris ou bien au même niveau de compréhension que soi. Donc le médiateur, lui, il le sait, ça. Il le sait par cœur. Et donc, il va poser des questions sur les faits. Et parfois, il va rétablir la communication juste parce qu'il va pouvoir lever un non-dit, un malentendu. Donc, il va susciter des discussions, il va les modérer, il va permettre aux parties de se mettre d'accord sur ce sur quoi on n'est pas d'accord, c'est déjà pas mal. Et puis, il va traduire ce qu'il y a derrière les reproches, traduire ce qui est ce qui se joue pour l'autre. Il va animer et surtout, il va le faire dans un cadre qui est sécurisé, avec un processus qui est structuré, qui est clair, qui est ferme. On n'est pas, c'est pas une discussion à bâton rompu, c'est une discussion où on s'adresse au médiateur, où on ne s'interrompt pas, où il y a une discipline en fait quelque part. Et c'est vraiment un cadre dans lequel, comme il y a de la confidentialité, les personnes lâchent
elles lâchent ce qu'elles avaient à dire, elles se disent enfin ce qui était sous le tapis, et à partir de là, on peut enfin regarder les choses en face et se dire, OK, c'était ça, mais moi je suis d'accord en fait, ou je ne suis pas d'accord, mais peut-être que on peut trouver une autre manière de faire les choses. Et donc, le médiateur, il va animer la recherche d'accord et il va aider les parties à identifier des solutions qui sont réalistes et réalisables. Parce que là aussi, le médiateur, il est conscient que quand on se met d'accord, tout d'un coup, on est hyper content, et c'est ce qui peut se passer quand on traite les sujets hors médiation. On va être hyper content, on va retrouver la foi, on va s'aligner, on va se mettre en ordre de bataille. Mais comme on n'aura pas posé des accords réalistes et pardon, réalisables, ben on va avoir un sujet sur l'exécution. Voilà, pardon, je vais juste boire. Parce que je m'anime comme quand j'anime la recherche d'accords. Parce que parfois, ben c'est vrai que le médiateur, il doit avoir beaucoup de fermeté pour organiser la prise de parole et pousser les parties à rechercher une solution qui est vraiment dans un intérêt mutuel. Parce que il va pousser les parties à identifier leurs intérêts communs pour retrouver une direction commune. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voulez réagir juste comme ça, et Delphine, si tu veux me donner quelques remontées d'infos? De regarder. Alors, il y a beaucoup de questions en fait. Ok, Alors, donc on va peut-être aller aux questions. J'imagine que tout ça n'est pas forcément un sujet nouveau, mais les oui. derrière de la médiation, c'est pas forcément connu. Oui, Delphine. Alors, certains réagissent tout à fait en ligne. Oui, ça parle beaucoup. Et à la fin, de toute façon, à la fin de ta présentation, Nathalie posera Oui, les les questions questions. que les uns et les autres posent. Ok, super. Et puis, le médiateur, lui, il aide aussi à mettre en place un système de gestion des conflits. C'est qu'une fois que les intérêts communs ont été retrouvés, qu'on se met d'accord sur une direction commune, qu'on met en place des solutions réalistes et réalisables, le médiateur va pouvoir proposer un système de gestion des conflits pour l'avenir, qu'on pourra mettre dans le pacte ou dans une charte des associés pour les futurs associés. Et là, on fait vraiment un travail de gouvernance, en fait. C'est un partenaire de la gouvernance de société. Bref, la médiation, ça sert à retrouver de la fluidité dans la relation, à restaurer la gouvernance, à pousser les associés à se concentrer à nouveau, à concentrer à nouveau leur énergie sur l'activité, sur les opportunités du marché. Donc, en réalité, la médiation, c'est un acte de bonne gestion de l'entreprise. Les avantages de la médiation, je vous l'ai dit, le médiateur, c'est un spécialiste de la relation, c'est un spécialiste du conflit, surtout, il est neutre, il est impartial. Il va chercher l'équilibre, il va chercher à veiller à ce que l'accord, que d'abord la prise de parole soit équilibrée. Il va chercher à donner la parole à tout le monde, que tout le monde soit entendu, y compris ceux qui ne parlent pas parce qu'ils sont en résistance, parce qu'ils sont en mécanisme de défense. Il le sait, il va aller les chercher pour que tout le monde puisse s'exprimer, pas seulement celui qui est en réactivité, en mode fight, celui qui parle beaucoup, celui qui prend tout l'espace. Il va donner de l'équilibre, il va permettre la prise de parole équilibrée et équitable. Et puis surtout, ça sera dans un cadre de confidentialité. C'est ça qui est très important. Et c'est pour ça qu'en fait, les médiations sont assez efficaces. C'est que dans un cadre où tout le monde est tenu à la confidentialité, parce que la médiation, c'est un processus confidentiel. Tout ce qui se dit en médiation ne pourra pas être utilisé en procédure. Tout ce qui est dit en médiation va rester en médiation. Et ça donne beaucoup de sécurité à ceux qui commencent, à ceux qui viennent là. Et cette sécurité, elle est absolument indispensable pour qu'il y ait de l'expression libre. Et donc, la médiation, c'est aussi avantageux parce que c'est très souple, en fait. C'est très adaptable. On ne se contente pas de régler un problème, un litige, en fait. On ne se contente pas de régler un sujet. On traite la globalité des problèmes. On va chercher à la racine des difficultés et on va régler les choses une fois pour toutes. Et en fait, on va réaliser des économies de temps et des économies d'argent, mais extrêmement importantes. Alors, la question que vous devez sûrement vous poser, j'imagine qu'elle a déjà été posée, c'est est-ce que c'est efficace? Et moi, évidemment, que je vais vous dire oui.
Mais en fait, je préfère m'appuyer sur des études et il y a un rapport qui a été rendu par le ministère qui a été rendu effectivement par le ministère de la Justice sur la médiation en France en février 2024, donc qui est assez récent. Et il aboutit au résultat de 3 médiations sur 4 qui aboutissent à un accord, c'est-à-dire plus de 70% des médiations. Le CMAP, qui est un des centres de médiation et d'arbitrage, indique que plus de 70% des médiations, tout type confondu, aboutissent à un résultat positif pour les parties. C'est beaucoup, 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 beaucoup plus qu'une procédure et c'est évidemment quelque chose qu'il faut tenter quand on a un pourcentage de réussite aussi important, quand on est dans un sujet enlisé, quand on est enlisé et que l'activité est bloquée. Et la médiation, en général, elle dure entre 2 et 6 mois depuis la première séance. Et une médiation entre associés, selon que le conflit est enlisé, c'est vraiment ça qui va déterminer si la médiation va durer longtemps ou pas. Moi, je vous le dis, il y a des médiations, quand on saisit le médiateur assez rapidement, il y a des médiations qui durent 1 mois. Ça arrive. 1 mois, c'est le temps qu'on organise la première réunion, les entretiens individuels, parce que le médiateur va toujours avoir des entretiens individuels avec les parties et la plénière, c'est-à-dire le moment où les personnes vont se retrouver ensemble avec le médiateur. Il peut se passer simplement 1 mois, ce qui est 1 mois, ce qui est vraiment pas grand-chose dans la vie d'une entreprise, surtout par rapport à des années de procédure. Et donc, qu'est-ce qui explique l'efficacité de la médiation? C'est que ça répond à 2 préoccupations fondamentales. Ça évite la publicité du conflit, et ça, c'est extrêmement précieux parce que vous l'avez identifié vous-même, les retombées de la publicité d'un conflit sont énormes en termes, déjà, ça contrecarre totalement toute la communication et le budget communication de l'entreprise est mis à la poubelle. Et surtout, ça fait fuir les investisseurs, ça fait fuir les talents, ça fait fuir les clients. Et surtout, la médiation va éviter l'enlisement du conflit et rapidement, efficacement, normalement, on arrive à des solutions qui sont des actes de bonne gestion puisqu'on va sauvegarder les intérêts de l'entreprise et même parfois, et ça, je l'ai vu assez souvent, la médiation, ça va renforcer les relations parce que ça va nous avoir permis de sortir de sous le tapis tous les sujets qu'on n'a pas voulu traiter et qui étaient pourtant des sujets hyper importants. Et ça va permettre aux associés de s'aligner sur de nouvelles valeurs, de prendre une nouvelle direction commune. Et la médiation, oui, ça peut permettre un nouveau souffle. Et en général, ça permet un nouveau souffle parce qu'une fois qu'on s'est parlé de manière authentique et constructive, on se dit, OK, ça marche. Et du coup, l'avenir, il est beaucoup plus clair quand chacun sait qu'il va pouvoir s'exprimer un peu plus librement et qu'on va pouvoir écouter le point de vue de chacun. Donc oui, c'est un vrai nouveau souffle, la médiation. Voilà, je vais en terminer là, mais je vais m'emparer de vos questions parce que j'imagine que j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui passaient. Et si Delphine ou Oui. c'est Nathalie qui me propose les questions. Absolument, je vous rejoins. Merci beaucoup, Anne, pour cette présentation tout à fait passionnante et qui passionne notre auditoire également. De nombreuses questions. Alors, je pense qu'on n'aura pas forcément le temps de toutes les poser et de répondre à toutes les questions, mais je pense par la suite, Anne, que tu auras la possibilité d'y répondre par ailleurs, si toutefois je n'avais pas eu le Avec temps de plaisir. poser toutes les questions. Avec plaisir. Euh, je vous propose, merci beaucoup Anne, je vous propose une première question. Vous arrive-t-il, dans ces cas, de conseiller les dirigeants vers une nouvelle gouvernance? Dans le cas de conflit, vous arrive-t-il de conseiller les dirigeants vers une nouvelle gouvernance? Alors, je pourrais, mais je m'en garde bien parce que le médiateur, c'est pas quelqu'un qui conseille. Si à la fin, au moment des accords, on arrive à une situation où tout le monde a pris conscience que la problématique était une question de gouvernance, en fait, moi j'ai très confiance dans la capacité des personnes à faire elles-mêmes leurs propositions. Et concrètement, c'est ce que je rencontre souvent. Les personnes, une fois qu'elles ont compris où étaient les problèmes, elles proposent elles-mêmes, et c'est ça en fait l'accord qui va être trouvé en médiation, et c'est ça l'accord que moi je vais animer. Ça va être
comment on va gérer cette nouvelle gouvernance, quelles nouvelles règles on va mettre en place pour la gouvernance. Donc, en fait, moi, je ne vais pas conseiller, je vais animer la discussion, je vais poser les bonnes questions, je vais pousser les gens à parler, je vais lever sous le tapis à nouveau des choses qu'on n'aurait pas envie de dire, je vais identifier, parce que moi, je suis à l'affût du non-verbal. Donc, je vois quand quelqu'un est un peu mal à l'aise, n'ose pas prendre la parole, ou à l'inverse, quelqu'un prend trop la parole, je vais permettre aux personnes de pouvoir s'exprimer. Et du coup, c'est les parties elles-mêmes, les associés eux-mêmes qui vont identifier leur nouveau pacte, leurs nouvelles règles de gouvernance. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, moi, je fais de toute façon un suivi de chantier. On se retrouve 1 mois après, 3 mois après. Si la discussion, si ça n'a pas abouti, alors dans ce cas, je renvoie. Je renvoie les associés sur des conseils en management et en gouvernance. Chacun son métier. Merci beaucoup, Anne. Dans ce cas, vous avez aussi répondu à une autre des questions à votre réponse, effectivement, à savoir si vous dirigiez vers des cabinets de consultants susceptibles d'aider, de redresser la situation de façon opérationnelle. Absolument. Merci beaucoup. Et alors, comment mettre en œuvre la gestion des conflits dès le pacte d'associés? Super intéressant. Alors, nous, on l'a fait. Nous, on l'a fait déjà enfin, on n'est pas rentré dans un extrême détail, mais on a prévu déjà le recours à la médiation. C'est quelque chose qu'on peut prévoir. Et après, on peut, soit dans le pacte d'associés, effectivement, on met dans ce qu'on veut dans un pacte d'associés. Et là, c'est bien de se faire aider parce que on mesure pas. C'est comme dans un contrat de mariage, en fait. On va voir un notaire pour évoquer les sujets qui fâchent à l'avance. Et on sait qu'on est entre les mains d'un tiers qui va prendre des gants. Et puis, on est confiant. On y va en confiance, on sait que ça ne va jamais se produire, mais on pose quand même les règles de la communication. Et donc, les règles de communication, enfin, les règles qu'on peut poser dans le pacte d'associés, c'est des règles de prise de parole, c'est des règles de timing, enfin, de comment on fait une réunion, comment on tient une réunion. Qu'est-ce qui se passe? On peut mettre une échelle, en fait, un système de gestion des conflits, c'est un système dans lequel on a utilisé l'échelle de Glasel, où on va dire, à l'apparition des premiers conflits, si on identifie des tensions récurrentes, alors on fait ça. Si on identifie qu'il y a des associés qui se parlent mal et se parler mal, on donne des exemples, alors on fait ça. En fait, on fait un tableau avec si, alors, si, alors. On est vraiment dans de la gestion de projet et on peut le faire, franchement, c'est mieux de le faire en étant assisté de quelqu'un qui est un tiers, parce que sinon, on n'aura pas envie, en fait, d'aller très loin dans cette échelle de gestion des conflits. Donc, dans le pacte d'associés, mais sinon, on peut faire un pacte, on peut faire une charte des associés après. Est-ce que j'ai répondu? Absolument. Et alors, j'ai deux questions qui finalement se rejoignent un petit peu, donc je vais les regrouper. Et d'ailleurs, elles sont posées par la même personne. Dans un premier temps, on nous demande mieux vaut une dame comme médiatrice entre associés hommes et inversement en cas d'une gouvernance exclusivement féminine. Et la seconde partie de la question est la suivante. Comment le médiateur peut-il déceler un conflit acteur qui surjoue et qui fait du psychodrame très loin de la réalité? Alors, la première question, je ne suis pas sûre d'avoir compris, c'était s'il n'y a que des hommes associés, est-ce qu'il faut une femme médiatrice? Exactement, Ouais. et inversement. Ouais. Alors, je ne peux pas répondre comme ça à cette question, parce que si mes filles étaient là, elles bondiraient. Je pense que, en fait, non, honnêtement, c'est pas une question de femme ou homme, c'est une question de personne. Vraiment, hein. Alors c'est bateau comme réponse, mais on ne peut pas faire de sexisme dans la médiation. Il y a des femmes qui sauront pas du tout parler à des hommes. L'inverse est vrai, c'est une question de personne, voilà. Pour moi, c'est ça. Je mets pas, j'aurais pas cette stratégie-là forcément. Je sais que c'est pareil dans les contentieux. On se dit, je vais prendre pour les divorces, il y a des personnes qui se disent, je vais prendre une femme pour attaquer un homme et l'inverse.
honnêtement, je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Voilà, donc c'est vraiment une question de personne. Et la deuxième question, c'était, vous pouvez me la répéter, Nathalie, pardon. Le médiateur peut-il déceler dans un Ah conflit oui. un acteur qui surjoue et qui fait du psychodrame, très loin de la réalité? Alors déjà, moi là, je vais vous montrer que quand quelqu'un me dit qu'un acteur qui surjoue, qui fait du psychodrame, moi, je dois traduire ça. Je laisserai, en médiation, je ne laisserai pas passer une formulation comme ça et j'irai comprendre ce qu'il y a derrière ça. Et donc, j'irai identifier, poser des questions. Quand vous dites psychodrame, qu'est-ce que c'est concrètement? Est-ce que c'est quelqu'un qui se met en colère et vous avez l'impression, vous vous dites, c'est pas vrai, c'est pas ce qu'elle ressent, en fait, c'est pas la première fois qu'elle se met dans cet état, c'est surdimensionné. C'est hyper émotif, j'y crois pas une seconde, c'est ce genre de choses en fait, c'est qu'il n'y a pas de confiance dans l'authenticité ou dans la sincérité de la réaction de la personne. Donc déjà, j'irai décrypter ça. Et ça, je le ferai. Et après, je vais quand même répondre à la question, hein, je ne vais pas faire de la langue de bois. Euh, Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, comme médiatrice, moi, ce que je vois, c'est de la réactivité. Quand quelqu'un est en... D'abord, je suis formée à voir le non-langage non-verbal. Et donc, quand les mots ne sont pas alignés à l'intention, d'abord, moi, je le vois, tout le monde le voit, en fait, hein. On ne se le dit pas, on le sent, on n'est pas très à l'aise. Mais moi, je suis formée à ça et maintenant, j'identifie très clairement qu'il y a un problème d'alignement entre ce qui est dit, les mots magnifiques, toute la grammaire de la communication non violente parfaitement déroulée, tout ce qu'on apprend en coaching, etc., parfaitement déroulé, mais derrière une colère folle, une intensité incroyable. Mais alors ça, moi, je ne le loupe pas. Donc, en fait, l'alignement entre les mots et la posture, le non-verbal, ce qu'on appelle la congruence dans le langage du développement personnel, moi je le vois. Donc en général, ce qu'on va appeler du drama queen, etc., moi je vois qu'en réalité, la personne, elle est en réactivité. Et je ne suis pas en train de la juger parce qu'elle est en train de faire le drama queen. Je suis en train de me dire, pourquoi elle utilise cette stratégie pour pour cette discussion. Donc, cette personne, moi, j'ai identifié que derrière cette stratégie de drama queen ou de j'en rajoute, etc., il y a quelque chose qui est important et je vais aller chercher ce qu'il y a derrière. Et je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, moi, je ne suis pas dupe. Pas du tout. Et peut-être qu'on pourrait croire que je suis dupe parce que je ne vais pas expliquer aux gens, alors j'ai tout compris, j'ai tout vu là. Parce que bien sûr, je vais renforcer le conflit si je fais ça, mais je vais plutôt garder pour moi, mettre sur une étagère et me dire, OK, là, j'ai un truc à aller voir et je vais essayer de comprendre ce qui se passe parce que si je ne le fais pas, en fait, la personne, elle va continuer, continuer, continuer et le conflit ne va pas se régler. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Très, très clair, oui, oui, merci beaucoup. On nous demande également s'il y a souvent deux médiateurs, comme en politique. Et qui fait le choix du médiateur? Le DRH, le CEO, les syndicats, etc. Alors oui, ça peut arriver qu'il y ait deux médiateurs, c'est bien, ça peut être utile quand il y a beaucoup de personnes. Euh, pour ça, il faut que les médiateurs soient habitués à travailler ensemble. On appelle ça la comédiation. C'est très courant. Et c'est très important que les médiateurs se connaissent bien. Donc, mon conseil, si on vous propose une comédiation, posez la question de savoir si les médiateurs ont déjà travaillé ensemble régulièrement, parce qu'une comédiation avec un médiateur avec qui on n'est pas sur la même longueur d'onde, c'est une catastrophe. Ça peut être exactement l'inverse de, c'est contre-productif. Donc, c'est vraiment la question clé. Est-ce que vous avez déjà travaillé ensemble? Est-ce que vous avez déjà eu des bons résultats en fonctionnant ensemble? Et si c'est le cas, moi, je suis archi pour. Je trouve que c'est vraiment bien. Quand on est en harmonie, en comédiation, ça permet de justement examiner le non-verbal, voir le non-verbal, parce que on peut être partout, surtout s'il y a beaucoup d'associés. Donc, je le recommande, ça peut être une bonne solution. Qui décide de la médiation? D'abord, il faut que les associés soient parfaitement d'accord parce que ce sont eux, c'est toutes les parties prenantes à la médiation qui doivent avoir validé le choix du médiateur. Personne ne décide pour eux. Sinon, il y a un risque. Après, ils peuvent dire, je m'en remets à la décision de quelqu'un d'autre. Mais il faut qu'il y ait un consensus parce qu'il n'y a pas une médiation qui peut se passer
avec quelqu'un qui est forcé à venir. Enfin, moi, je commence même pas la médiation, en fait. C'est la première chose, c'est le consentement des parties et surtout leur engagement. Et moi, je travaille énormément sur l'engagement et je commence pas une médiation si les personnes n'ont pas travaillé avec moi sur les enjeux, les aléas, qu'est-ce qui va se passer si, etc. Donc moi, les personnes, elles travaillent avec moi. Et si elles ne sont pas engagées, ça ne sert à rien, en fait. Moi, je n'ai pas envie de perdre du temps et je ne veux surtout pas en faire perdre aux autres, en fait. Donc, la médiation, c'est un acte, c'est un consentement éclairé pour la durée de la médiation et un consentement des associés eux-mêmes, donc des parties prenantes. Après, ils peuvent faire le choix de s'en remettre à quelqu'un, mais moi, je vais leur demander de s'engager. Donc, après, ils devront valider leur accord. Merci beaucoup, Anne. Autre question, êtes-vous sollicité par les fonds d'investissement pour valider l'alignement des associés préalablement à une prise de participation? Et la personne pense en particulier aux startups. Alors, j'ai effectivement un sujet avec les startups, hein, parce que c'est exactement là que ça se passe, parce que on a. Alors, je ne suis pas sollicitée pour vérifier l'alignement des associés. Là, pour le coup, ça pourrait être intéressant de le faire, mais oui, peut-être que c'est d'autres talents qui sont plus appropriés pour ça, qui pourraient aider à. Nous, on a fait ça, on a fait venir quelqu'un qui nous a aidés à vérifier, à se poser les bonnes questions, sur notre alignement, sur les objectifs. Il y a beaucoup de spécialistes. Moi, je pourrais intervenir en amont pour permettre aux personnes de monter un système de restauration, en fait, de gestion des conflits en amont, comme le notaire va faire un contrat de mariage. Ça, moi, je peux tout à fait aider. Mais en amont, non, je ne suis pas intervenue et je ne suis pas sûre de le faire. Mais par contre, ce qui est super intéressant, c'est qu'effectivement, les fonds d'investissement se saisissent du sujet de la médiation et c'est ce que je vois, et notamment dans les startups, puisque dans les startups, on a des jeunes associés qui sont eux-mêmes des génies. Enfin, là, dans mon cas, ce sont vraiment des génies. Ce sont des talents. Et ils ont été dénichés des personnes qui sont incroyables. Ils ont mis un produit sur le marché qui est juste un bijou. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas, en fait, parler. Ils ne savent pas communiquer au début. Ils étaient tout feu, tout flamme. Et oui, la problématique se pose souvent dans les startups dans lesquelles les fonds d'investissement ont investi. Et pour moi, c'est un point de vigilance. La façon dont les associés ont anticipé la gestion des conflits, point de vigilance, très important pour les investisseurs. Merci beaucoup, Anne. Autre question, la médiation est-elle adaptée s'il y a un motif objectif de recours à la justice, de type conflit d'intérêts, concurrence déloyale, etc. Donc, la question, je ne suis pas sûre d'avoir compris, c'est est-ce que C'est c'est indiqué alors qu'il y a une c'est ça. action qui pourrait être introduite devant un tribunal? Est-ce que c'est adapté s'il y a un motif de ce type? Ah ben justement, vous savez, on est souvent sollicité par les juges eux-mêmes, hein, en fait. Donc, il y a des conflits qui sont portés devant un tribunal. On appelle ça alors un litige. Le conflit porté devant un tribunal, c'est le litige. Et il va se résumer à la partie qui est portée devant le tribunal. Si c'est du débauchage, on va traiter devant le tribunal le débauchage. S'il y a d'autres sujets de prud'homme, etc., de harcèlement ou j'en sais rien, c'est le conseil des prud'hommes de devoir saucissonner les actions. Il arrive très souvent, aujourd'hui, que les juges eux-mêmes demandent aux parties d'aller en médiation. Donc, bien sûr que les sujets qui devraient aller au tribunal peuvent, au lieu d'aller au tribunal, aller en médiation. C'est absolument la recommandation qu'il faut faire. Il y a juste des sujets au niveau pénal et des droits qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas disposer qui ne sont pas médiables. Mais dans le business, on est absolument dans tous les cas, quasiment, on est dans tous les cas sur des sujets qui sont médiables. Et la recommandation, c'est évidemment d'éviter d'aller en procédure et de tenter d'abord la médiation. Mais si on a d'abord voulu aller en procédure parce que, moi je l'entends souvent, moi je veux quand même montrer de quel bois je me chauffe, je veux poser les bases, je veux avoir mis toutes mes cartes, enfin une partie des cartes sur la table pour montrer de quel bois je me chauffe, parfois on va en procédure, on lance une assignation, la personne va conclure en face, on va voir, chacun aura montré les dents, et là on va pouvoir se dire, bon on y va là, on va discuter ou on continue la guerre. Et parfois c'est les juges eux-mêmes qui nous demandent de le faire. Et ils invitent les parties très fortement. Ils les invitent, hein, ils ne peuvent pas les forcer. Ils peuvent les forcer à aller en information, mais ils ne peuvent pas les forcer à aller en médiation.
Mais en général, on aime bien faire plaisir aux juges parce qu'on se dit, si jamais on y retourne après, on ne voudrait pas être ceux qui n'ont pas voulu discuter parce que ça, je ne suis pas sûre que le juge ne s'en souvienne pas. Bon, après, ce n'est pas forcément le même juge et tout, mais voilà. Donc oui, pour répondre plus rapidement à la question, oui, c'est vraiment, même s'il y a un sujet, on peut être là en médiation pour régler le sujet. On va parler d'argent, hein. On va parler d'indemnité, on va parler de tout ça. On va dire, moi, mon objectif, c'est d'obtenir tant, et on va faire de la négociation. Moi, je suis formée à la négociation raisonnée de Harvard. La fin de la médiation, c'est de la négociation pure et dure, en fait. On est sur des enjeux, on est en train de faire un contrat. Et moi, je sais faire ça et on aide les médiateurs, aide les parties à négocier un contrat, un accord de coexistence, un protocole d'accord qui peut être extrêmement complexe. Et on a traité des sujets comme ça avec des accords internationaux sur des sujets de droit de marque à l'international. Tout est possible en médiation. C'est vraiment ça qui est intéressant. C'est que là où vous allez faire 14 actions différentes, en médiation, vous allez pouvoir tout regrouper, et y compris les sujets à l'international. On fait ce qu'on veut en médiation. C'est vraiment tout est possible. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Alors, Anne, merci infiniment. On va arrêter les questions. Certains nous demandent si on peut leur communiquer tes coordonnées. Bien sûr, Ok, avec plaisir. donc ça, je vais les envoyer. Vous pourrez tous évidemment retrouver le replay de l'intervention de Anne sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous invite à nous suivre sur LinkedIn. Nous annoncerons la sortie de ce replay. Alors, merci infiniment, Anne. C'était absolument passionnant et Merci. beaucoup de questions nous sont parvenues et je pense que certains vont reprendre contact avec toi. OK. Je vous donne donc maintenant rendez-vous le 25 juillet et nous retrouverons Cyril Dupellou qui nous parlera des leviers de succès pour les startups en phase d'amorçage. Tout autre sujet. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir à Merci tous. beaucoup. Au revoir.